chers compatriotes, à l'heure où nous sommes, Alpha Condé et les promoteurs du troisième mandat en ont plein le dos. Alors que les manifestations du FNDC ont repris de plus belle, les pressions internationales s'intensifient sur le président guinéen et son clan. Plus on avance vers la date fatidique du 1er mars, plus l'étau se resserre autour d'eux. En guise de rappel, il y a eu d'abord les pressions exercées par les présidents Mohamedou Buhari et Emmanuel Macron. Lorsque M. Alpha Condé a fait le déplacement au Nigeria et en France, où il fut reçu avec son homologue Alassane Ouattara. Il y a eu ensuite son voyage très médiatisé aux États-Unis, où un communiqué final du département d'État rappelait au président Condé le soutien ferme des États-Unis à un processus régulier, transparent, favorisant l'alternance démocratique. Une manière diplomatique de réitérer à leurs visiteurs de marque que les États-Unis sont opposés à toute confiscation du pouvoir et à tout changement constitutionnel visant à bloquer l'alternance démocratique. Il y a eu aussi les missions de bons offices des présidents Christopher Seglo et Goodluck Jonathan sous l'égide de la Fondation Kofi Annan et de la NDI, National Democratic Institute. Plus récemment aussi, la mission du représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, très familier du dossier guinéen. Pour ne pas être en reste, l'Union africaine a elle aussi dépêché un émissaire en la personne du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour tenter de convaincre Alpha Condé de renoncer à son projet de réforme constitutionnelle. Mais rien n'y fit. Alpha Condé fait la sourde oreille et choisit la fuite en avant. Même les déclarations publiques de personnalités françaises de tous bords politiques, comme Jean-Yves Le Drian et Jean-Luc Mélenchon, dans l'espoir de lui faire comprendre que la classe politique française est unanime sur la question, ne lui ont pas fait changer d'avis. Alors, ces derniers jours, une résolution du Parlement européen portant sur 17 points est tombée sur eux comme une douche froide. Malgré les protestations habituelles et les formules d'usage selon lesquelles la Guinée est un pays souverain dont le peuple est seul responsable de son destin, cette résolution est venue à point nommé pour rappeler au président Alpha Condé la base du fonctionnement d'un État. Après avoir condamné les multiples et récurrentes violations des droits humains en Guinée, les élus de l'Union européenne exigent le respect du droit à la liberté de manifestation, de réunion, d'association et d'expression garantie par les normes internationales et les traités et conventions des Nations Unies ratifiés par la Guinée. Ils exigent également l'ouverture d'enquêtes sur toutes les allégations d'usage excessif de la force contre les manifestants. Au point 12, il est demandé instamment à l'Union européenne et à ses États membres de suspendre tout financement et de fourniture de matériel de sécurité et de répression aux forces de sécurité de la Guinée. Ce qui, à mon avis,
est un début d'annonce de sanctions ciblées contre le régime et ses agents, si toutefois la situation continuait à se détériorer. Et au point 16 de cette résolution, cela est bel et bien confirmé par l'appel lancé à l'Union européenne et à ses États membres de prendre en compte toutes les considérations de l'accord de Cotonou dans le cas spécifique de la Guinée au moment du renouvellement. Comme on le voit, la patate est chaude. Alpha Condé va-t-il se brûler les doigts ou va-t-il la refiler à d'éventuels boucs émissaires? En attendant, il faut se poser une autre question, celle de savoir pourquoi Alpha Condé tient-il autant à ce troisième mandat, à se maintenir au pouvoir coûte que coûte, malgré toutes ces pressions internes et externes qui s'accentuent sur lui et son régime. Pourquoi va-t-il risquer de salir une image qu'il a mis plus de 40 ans à bâtir et compromettre sa place dans l'histoire pour une simple histoire de réforme constitutionnelle? C'est tout simplement parce que le troisième mandat, c'est avant tout une affaire de gros sous. Ce sont des centaines de milliards de dollars qui sont en jeu et personne ne veut tourner le dos à cette importante manne financière en respectant le jeu de l'alternance démocratique. Ni du côté du pouvoir, ni du côté des grandes multinationales qui ont d'ailleurs tout intérêt et feront tout pour que M. Alpha Condé se maintienne au pouvoir. Durant ces 9 dernières années de la gouvernance Condé, on a assisté à une véritable ruée vers les ressources minières de Guinée, principalement la bauxite et le fer. Dans le processus, les populations perdent leurs terres et sont laissées dans un état de précarité alimentaire et environnementale sans précédent. Essayons de passer en revue quelques-unes de ces multinationales qui ont des projets de concession minière et qui seraient tentées par un soutien au troisième mandat d'Alpha Condé. Commençons par les plus grandes. Vous avez la société minière de Bokeh, SMB, qui est un consortium entre le singapourien Winning Shipping, les Chinois Shandong Weiqiao et Yantai Port Group, ainsi que le Guinéen United Mining Supply, UMS. Ils envisagent la construction du Transguinéen Les Rails et du port en eau profonde qui coûtera plus de 10 milliards de dollars. Vous avez Rio Tinto et Chanalco qui détiennent les blocs 3 et 4 du projet de fer de Simandou. Il y a Dynamic Mining, qui est une filiale du groupe indien Jaguar Overseas. Elle prévoit d'exporter 6 millions de tonnes de bauxite par an depuis Bonami Gisement, dont la ressource a été estimée à 191 millions de tonnes. Son plan de financement est de l'ordre de 125 millions de dollars. Ça, c'est non loin de Bokeh. Il y a Odav Multi Industries, producteur de fer à béton. Cette multinationale possède une usine à Dubreka et a déposé une demande d'autorisation de reconnaissance pour un projet de bauxite dans la préfecture de Pita. Elle a sollicité en octobre dernier
un permis d'exploration pour le fer de Sandenia au centre-sud de la Guinée. Il y a aussi Alufer, qui a un projet de bauxite à Labé. Alufer a une mine de production de bauxite à Bel-Air, à l'ouest de la Guinée. La ressource du périmètre est de 2,5 milliards de tonnes de bauxite. Vous avez le groupe chinois TBEA qui détient un permis pour développer le projet de bauxite de Santou, dans Pita. Vous avez aussi le groupe russe Eurasian Resources qui développe la mine de bauxite de Télémilé. Récemment, la société chinoise NFC Africa, filiale du groupe China Non-Ferrous Metal Mining Company, s'est associée à Eurasian Resources pour l'appuyer dans le financement des travaux de construction des infrastructures minières et de transport. L'investissement nécessaire, selon les estimations, est de plus d'1 milliard de dollars. Leur objectif est de construire en 3 ans une usine où la capacité d'extraction de bauxite atteindra 20 millions de tonnes par an. Il y a aussi, non loin de là, le chinois Chalco, une filiale de Chanalco qui exploite la mine de Bofa, dont la production à terme est estimée à 12 millions de tonnes par an. Le financement des travaux d'infrastructure est estimé à plus de 500 millions de dollars. Ensuite, nous avons Nairon Metals, une société britannique qui a acquis en 2019 les droits sur le projet de fer guinéen de Zogota. La production du gisement pourra être évacuée vers le port libérien de Buchanan. Je rappelle que Benny Stamets, qui a longtemps été en conflit avec le gouvernement guinéen au sujet de Zogota et du gisement de fer de Simandou, est un partenaire de Nairon Metals. Nous avons aussi la multinationale américaine High Power Explorations, HPX, gérée par son fondateur Robert Friedland. Elle a obtenu le projet de concession pour le développement, la construction et l'exploitation des mines de fer du Mont Nemba. À cet effet, elle a créé une filiale, la Société des mines de fer de Guinée, SMFG, dont le directeur général est l'ancien premier ministre guinéen Mamadi Youla. Il faut aussi signaler que l'actuel ministre des Mines, Abdoulaye Magasuba, est membre du conseil d'administration de la dite société. Mais il n'y a pas que la bauxite et le fer. On a découvert aussi un important gisement de graphite à Lola, en Guinée forestière. Le graphite est un excellent conducteur d'électricité et de chaleur et est utilisé en raison de ses propriétés chimiques et physiques. Le graphite entre dans la fabrication des crayons à mine et des piles alcalines. Il est utilisé dans l'industrie métallurgique, l'industrie automobile, l'industrie de la peinture et dans les industries de pointe.
c'est la société canadienne SRG ou SRG en français, SRG Mining, qui a obtenu le projet de concession de la mine de graphite de Lola. Elle est en ce moment en quête de financement. C'est là donc quelques-unes des multinationales qui opèrent en Guinée et qui seront bon gré, mal gré, entraînées dans la crise que traverse notre pays. Sauront-elles faire la part des choses? Mais comme on le voit, c'est une véritable nébuleuse dans laquelle d'importants intérêts économiques et financiers sont en jeu. Et on n'a même pas cité les cas de Roussal avec l'usine de Fria et la concession des mines de Djandjan, le cas de Guinée Alumina Corporation qui représente les intérêts émiratis, la SAG, filiale du sud-africain Anglo Gold Ashanti, qui opère la mine de Sigiri, ou encore la société Kebo Energy de Bari, Angola, qui a déposé récemment une demande de concession minière pour le périmètre qu'elle détient dans les préfectures de Gawal et Télémilé. Sans compter tous les autres marchés de gré à gré accordés à des amis et à des proches qui se sont naturellement refait une santé financière dans les mines, dans l'industrie minière de Guinée. Le problème dans tout cela est que les populations ne bénéficient d'aucune retombée de cette exploitation effrénée et du boom constaté dans le secteur minier. Elles sont plutôt dépossédées de leurs terres, envahies par la pollution et les dégâts environnementaux et le plus souvent incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires. Alors qu'au même moment, une toute petite minorité constitue une oligarchie pour s'accrocher au pouvoir et s'enrichir outrageusement et rapidement en faisant main basse sur les ressources nationales. La seule réponse qu'ils ont trouvée pour libérer leur conscience est la création de l'ANAFIC, l'Agence nationale de financement des collectivités, dont les fonds proviendraient des recettes nationales minières à hauteur de 15%, une petite bagatelle face aux milliards qui seront engrangés dans ce secteur. Ils ont aussi prévu d'effectuer des transferts monétaires en donnant 300 000 francs guinéens, l'équivalent de 35 $, aux plus pauvres des pauvres, si vous comprenez ce que cela veut dire, peut-être ceux qui ont du mal à avoir un repas par jour. Très peu de choses donc face aux défis du développement et compte tenu des immenses potentialités minières et agricoles dont le pays regorge. Cet état de fait n'a pas échappé aux députés européens, bien imprégnés de la situation guinéenne. En son point 9, la résolution du Parlement européen invite les autorités guinéennes à adopter une législation détaillée requérant des sociétés minières et hydroélectriques qu'elles indemnisent équitablement les personnes et les communautés qui perdent des terres au profit de l'exploitation des ressources naturelles. Au point 10, la résolution demande en particulier à la Guinée-Conakry de lancer une enquête indépendante sur les normes sociales et environnementales appliquées
par les entreprises multinationales, en particulier dans le secteur des ressources naturelles et du port de Conakry, ainsi que les liens que ces entreprises peuvent avoir avec la corruption, l'élection et le maintien au pouvoir de l'actuel président. Au point 11, la résolution réaffirme la nécessité de garantir le droit de la Guinée-Conakry à la souveraineté alimentaire. À la souveraineté alimentaire, qui comprend le droit des paysans à produire les aliments permettant la nourriture de la population en mettant fin à l'accaparement des terres et en assurant l'accès des agriculteurs à la terre, aux semences et à l'eau. À la lecture de cette résolution, on se rend compte que la communauté internationale des deux côtés de l'Atlantique a fait le constat amer que la Guinée est devenue la cible, est devenue la proie de convoitises internationales de toutes sortes, par la faute d'un pouvoir uniquement animé par la sauvegarde d'intérêts égoïstes et personnels au détriment de la grande majorité de la population. Le compte rendu final sanctionnant la visite d'Alpha Condé au département d'État en 2019 en dit long aussi sur la nature du régime guinéen. Dans un texte de 2 paragraphes, il a été fait mention du mot corruption au moins 2 fois. En voici essentiellement la teneur. Le secrétaire d'État a réitéré au président Condé le soutien ferme des États-Unis à un processus régulier, transparent, favorisant l'alternance démocratique. Seul un tel processus peut créer un cadre permettant aux gouvernants de rendre compte de leur gestion, garantir le renforcement des institutions et la réduction de la corruption. Les entreprises américaines veulent évoluer dans un environnement sain où la corruption est moindre et l'état de droit et la transparence existent. Chers compatriotes, après toutes ces réprimandes de la communauté internationale, devons-nous croiser les bras et observer sans sourciller le pillage de nos ressources naturelles par des intérêts locaux et étrangers, la confiscation de nos libertés individuelles et publiques par un gouvernement illégitime et le non-respect de nos lois et de nos institutions par un président qui veut mourir au pouvoir? Au FNDC, nous disons non. Alors levons-nous, mobilisons-nous pour dire non à la nouvelle constitution, non au 3e mandat. Et rappelons à Alpha Condé que notre constitution dit 2 mandats, 2. Il veut pas, c'est 2. Alpha, Amoulamfe, Amounyerema, il fait ça, Issigamane, Halatin. Vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.